Corps à corps, corps à corps. Et pour notre corps à corps, je suis très heureuse de retrouver mes deux invités. Alors, je vois déjà Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémence, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, avocat, docteur en droit, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de Le référendum, impossible, comment faire taire le peuple, ou encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, avec aux éditions L'Artilleur et qui est écrit avec Guillaume Bigot. Et puis, je ne sais pas si on a Jérôme Sainte-Marie. Est-ce qu'il est là, Jérôme Sainte-Marie? Non, on l'a pas encore. Bon, on va le retrouver. C'est pas grave. On va commencer d'abord par faire un petit récapitulatif de cette guerre, on va dire, à l'Assemblée et du discours politique de Michel Barnier. Donc, je vous le rappelle, un discours de Michel Barnier hier, ça on l'a bien compris. Et maintenant, on s'intéresse au Rassemblement national. Donc, premier parti de l'opposition en nombre de députés, 126 députés, qui pèsent désormais très lourd dans la vie politique du pays après des décennies de quarantaine forcée. Et d'ailleurs, quelques restes de cette quarantaine, puisqu'on a pu entendre des mots arc républicain et en dehors de l'arc républicain de la bouche de notre ministre de l'économie, Antoine Armand. Je vous le rappelle, c'était la semaine dernière. Nous avons été élus, nous sommes nombreux à avoir été élus dans le cadre du Front républicain. Et ce Front républicain, j'aime dire que c'est notre histoire, c'est notre héritage. C'est-à-dire que nous l'avons avec nous, dans nos ministères, nous l'avons avec nous dans nos convictions. Et donc, le trahir... C'est un front républicain qui est sous surveillance du Rassemblement national. Là, il n'y a plus beaucoup de fronts républicains dans la nouvelle configuration politique. Pardon, il est sous surveillance du Rassemblement national et du nouveau Front populaire. Il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Voilà, donc Antoine Armand considère que le RN, malgré ses 126 députés, n'appartient pas à l'arc républicain. Pourtant, et on va le voir de plus en plus, d'ailleurs, mais depuis septembre, ça a commencé, le Rassemblement national semble sûr de sa force. Quelle est la réponse de Marine Le Pen à Antoine Armand ? Je vous propose d'écouter. Je souhaiterais que la philosophie exprimée par le Premier ministre soit partagée par l'ensemble de ses ministres. Parce que quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Voilà, Marine Le Pen rappelle sa force avec évidemment le vote du budget qui arrive. Alors, le Rassemblement national est-il désormais incontournable ? Ce sont les mots de Jordan Bardella. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen hier qui s'exprimait depuis l'Assemblée juste après le Premier ministre. De tous côtés, le château de cartes édifié par Emmanuel Macron depuis 2017 vacille. Pour autant, par patriotisme, par égard pour nos compatriotes qui souffrent, par respect de nos institutions, et compte tenu de la tâche ingrate qui vous incombe en ces circonstances, de ramasser l'action publique que certains ont laissé choir, je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, le mouvement national n'entend pas entraîner le pays vers le chaos, vers cette politique du pire, qui est la pire des politiques. Voilà pourquoi le Rassemblement national a fait un choix responsable. Refuser de censurer a priori votre gouvernement pour lui donner une chance, aussi infime soit-elle, d'engager enfin les mesures de redressement nécessaires. Alors, le Rassemblement national a fixé des lignes rouges, comme le rappelait Didier Maïsto tout à l'heure. Pas d'augmentation d'impôts pour les classes populaires, un sursaut nécessaire sur la politique migratoire et obligation de mettre en place l'élection proportionnelle avec prime majoritaire. Alors, on voit ici un Rassemblement national qui veut se positionner dans un rôle d'arbitre, on l'a dit, incontournable selon Jordan Bardella. Est-ce une opposition responsable ou une opposition contrôlée ? C'est la question que je pose à mes deux invités que je suis très heureuse de recevoir. Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox et responsable du corps Emeria, qui est la formation des cadres du Rassemblement national, auteur notamment du livre Bloc contre Bloc aux éditions du CERF. Et puis, nous sommes avec Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous.
Oui, je vous ai déjà présenté en fait, donc rebonjour. Exact. Ça suffira une fois. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Alors pour commencer, Jérôme Sainte-Marie, peut-être je vous donne la parole en premier sur ce positionnement, on va dire, du Rassemblement national à l'Assemblée aujourd'hui. Ce positionnement est un positionnement sous contrainte. La contrainte, c'est une contrainte institutionnelle. En fait, la Constitution, enfin, je parle sous le contrôle, M. Benessac ne sera peut-être pas d'accord, mais j'ai l'impression que la Constitution de 1958 se retourne contre elle-même. On est arrivé à une situation politique après la dissolution où, de fait, il n'y a pas de majorité possible à l'Assemblée nationale, mais où il n'y a pas non plus de possibilité de faire autrement. Le président de la République ne démissionne pas, tant et si bien que rien n'est possible, comment dirais-je, en termes il n'y a pas de dissolution possible, etc. Donc on doit composer avec cela. Il faut qu'un gouvernement soit formé, c'est la demande très clairement exprimée par les Français, et c'est la logique institutionnelle. Il n'y a pas en réalité d'autre solution, en tout cas je ne la vois pas, quand la France insoumise, pour faire oublier peut-être son accord électoral de second tour avec la Macronie, appelle les Français à aller manifester pour la destitution du président de la République. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Il y a eu, il y a 2 semaines, je crois, un week-end où justement les gens étaient appelés pour imposer que Mme Castet soit choisie, etc. Il y a eu moins de 100 000 personnes en fait dans la rue dans toute la France, tout simplement parce que les Français ne veulent pas sortir du cadre républicain et surtout pas pour mettre en place un gouvernement de gauche. Je rappelle que la gauche elle-même est très affaiblie, 28% des suffrages au premier tour, c'est un score historiquement très faible. D'accord, alors beaucoup de choses à dire, mais on va commencer tout de suite avec vous, Guilain Benessa, en réponse donc à Jérôme Sainte-Marie. Alors, je suis totalement d'accord avec son expression que la Ve République se retourne contre elle-même, mais j'irai plus loin, c'est qu'en fait, plus qu'une espèce d'acte du Saint-Esprit qui l'a fait se retourner contre elle-même, Emmanuel Macron a littéralement liquidé la Ve République. On en a déjà parlé à votre antenne, Clémence, parce que c'est son geste de la dissolution et le refus d'en tirer les conséquences qui, en réalité, nous mettent dans cette situation. Ça veut dire qu'en fait, je suis totalement d'accord avec l'idée que la destitution est une... Et vous savez, la destitution, en réalité, c'est une boule de Noël vendue par la France insoumise pour faire croire que demain, les lendemains vont chanter. Mais la réalité, c'est que si Emmanuel Macron ne démissionne pas, rien ne permet aujourd'hui de sortir du blocage, parce que la démission, c'est le geste à la fois politique, constitutionnel, légitime qu'il faudrait prendre pour tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé et du drame de ces 3 derniers mois, dont on oublie le point d'origine pour se focaliser sur des détails. C'est le problème qu'on a. Mais donc Marine Le Pen aurait pu appeler la démission. Alors, oui, juste un petit mot quand même, et je pense que Marine Le Pen va être prise elle est prise depuis longtemps dans cette problématique, hein, mais que nous avons eue par la voix du ministre de l'Économie. Vous avez vu, Clémence, le passage que vous avez eu à l'instant, vous avez la sagacité de passer à vos auditeurs. Dans ce passage, le ministre de l'Économie ne dit pas seulement qu'il faut conserver l'arc républicain. Il ne dit pas cela. Il dit qu'il a intériorisé le barrage républicain comme étant désormais un héritage de sa génération. Je répète, un héritage. Ça veut dire que le barrage républicain n'est pas uniquement, selon lui, une mesure d'opportunité entre 2 tours, comme on l'a vu lors des législatives. C'est qu'au fond, c'est un héritage. Ça veut dire que ad vitam aeternam, le Rassemblement national est condamné, selon un ministre de l'économie de cette nature, hein, est condamné à être hors l'arc républicain. Ça veut dire que de toute façon, ce qu'on nous vend de dédiabolisation, quand on dit Marine Le Pen a achevé ou est en passe d'achever la dédiabolisation du RN, elle l'a dédiabolisé, on va dire, en temps calme, en période tranquille, mais dès que survient le gros temps des élections, dès que survient le temps de sauver son mandat, dès que survient la période un peu douloureuse où on sent bien que le boulet est en train de passer et que ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans vont perdre le pouvoir, alors là, on récupère un barrage républicain qui est devenu un héritage. On le tend parce que certains, comme le ministre de l'économie, M. Armand, manifestement croient réellement que ça fait partie de notre code génétique. Et donc, du coup, on ramène le RN à cette position d'éternel opposant qu'il n'arrive pour l'instant pas totalement à transformer. Je ne sais pas si Marine Le Pen va y arriver. Ce qu'il y a, c'est que cette quadrature du cercle, on n'en est pas encore sorti. Chacun s'imagine que c'est fait, et en réalité, c'est pas fait parce que ça devient
un héritage, donc, comme dirait Kant, d'une certaine manière, un impératif catégorique. Alors, Guilain Benessa, avant de vous redonner la parole, Jérôme Sainte-Marie, j'aimerais bien, Guilain Benessa, que vous répondiez à cette phrase qu'a eue Jérôme Sainte-Marie un peu plus tôt. Il dit finalement, le Rassemblement national, je ne sais pas si c'était le terme, mais vous disiez, il est coincé, il ne peut rien faire, en expliquant bien que cette destitution, c'était... J'ai pas dit ça, mais enfin bon, vous Euh, l'avez peut-être compris, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Enfin, je reviendrai là-dessus. Oui. D'accord, alors peut-être, en tout cas en parlant de la destitution, en disant, moi, la destitution ne sert à rien. J'ai dit simplement qu'il y avait des contraintes Oui, institutionnelles et des contraintes politiques, c'est tout. Voilà, d'accord. Donc, parce que vous comprenez bien que Michel Barnier, c'est pas, ne serait-ce que pour des questions de souverainisme, de souveraineté, c'est pas exactement la ligne du Rassemblement national, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais voilà, bon, je laisserai voilà. Monsieur Alors, Benessa répondre. alors, sur cette notion de contrainte, là-dessus, si vous pouvez répondre à Guilain Benessa et ensuite Jérôme Sainte-Marie. Écoutez, alors, sur la contrainte, c'est clair. Aujourd'hui, le Rassemblement national, il est passé d'une situation d'être un supplétif à être désormais au centre du jeu. Il est au centre du jeu tout en n'étant pas vraiment au centre du jeu, puisqu'il n'a pas les clés, mais c'est lui c'est le gardien de la porte. Donc, le Rassemblement national aujourd'hui peut vérifier, garantir à ce que globalement le gouvernement tienne en place. Ça n'a jamais été le cas de cette façon-là. C'est une position inédite pour le RN. Et c'est une position inédite aussi pour Marine Le Pen, qui du coup, à la fois peut jouer la montre, parce que finalement, elle n'est pas obligée de trancher tout de suite. Elle a le droit de laisser Michel Barnier le soin de soit de se suicider collectivement tout seul, enfin suicider collectivement tout seul, vous m'aurez compris, d'entraîner le gouvernement avec lui, soit soit elle peut le censurer du jour au lendemain. Donc à peu de choses près. Ce qui veut dire que elle est en position de force. Moi, ce que je pense surtout, sur le blocage ou sur les contraintes qui pèsent sur le RN, moi, ce que je pense surtout, c'est que le RN, mais ça fait longtemps que la situation est celle-ci, et je pense, en fait, c'est un révélateur. Ce que nous avons aujourd'hui, pour moi, un révélateur. Soit le RN admet on va dire qu'il a le vent populiste dans le dos, qu'il n'a pas grand-chose à faire avec la bourgeoisie LR, qu'il est à la fois structurellement et originellement et même actuellement un parti qui n'a rien à voir avec le macronisme qu'on peut dire de Michel Barnier. En réalité, Michel Barnier est un macroniste, soit rallié, soit de code génétique, peu importe, c'est des détails ça. Et je pense que là-dessus, le RN passe une période compliquée quand même, malgré tout, parce qu'à la fois, il est responsable en soutenant le gouvernement parce que les Français veulent que ça tienne. Je pense que les Français ont peur du chaos. Ça fait 3 mois qu'on vit dans le désordre. Il faut bien un moment qu'il y ait un peu de stabilité, un peu de calme. On ne peut pas toujours vivre par gros temps avec des ministres démissionnaires. Je vous rappelle quand même, Clément, c'est un détail qu'on passe très vite, mais on a passé 70 jours avec des ministres démissionnaires qui en même temps ont fait élire la présidente de l'Assemblée nationale pour certains. C'est du délire invraisemblable. Si on a un minimum sérieux sur la séparation des pouvoirs, on a littéralement tordu le cadre de nos institutions. Je pense que Marine Le Pen en a conscience et je pense qu'elle est attachée aussi à nos institutions, ce qui fait qu'elle joue la montre à la fois pour maintenir sa position et aussi en se disant il faut quand même que le navire tienne un peu, en espérant potentiellement demain ou en tout cas pas trop longtemps, qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Je pense qu'elle n'a pas forcément gagné si ça dure trop longtemps, mais à court terme, elle gagne en légitimité, en assise, en responsabilité. En tout cas, c'est le calcul qu'elle fait. Oui, tout à fait. Ça on a bien compris, en tout cas, la recherche de responsabilité, enfin, pour ceux qui considéraient qu'elle en avait encore besoin, mais bon, voilà, de respectabilité. Mais est-ce que c'est pas un jeu qui peut être risqué, justement, aussi je me tourne vers vous, Jérôme Sainte-Marie. Vous le disiez, en tout cas, sous contrainte. Quelles sont finalement les marges de manœuvre aujourd'hui du Rassemblement national à l'Assemblée ? Bon, je crois qu'il faut quand même bien comprendre, comment dirais-je, la situation d'un point de vue strictement politique où nous sommes. C'est-à-dire que le Rassemblement national, précisément, c'est le seul point sur lequel je suis en désaccord avec Guillaume Benessa, je crois, n'a jamais jamais accepté d'être un supplétif. Il a toujours assumé ses positions et il n'est pas rentré, comme la France insoumise par rapport au reste de la gauche, par exemple, dans des accords, justement, avec des accords qui le mettraient à la traîne, c'est son attitude depuis des décennies, lors des seconds tours, a toujours été de conserver son indépendance. C'est quand même tout à fait décisif et c'est pour ça d'ailleurs qu'il devient un recours pour 11 millions de Français au premier tour des législatives. Cependant,
Et donc le but du Rassemblement national, c'est quand même la chose la plus importante, c'est d'exercer bientôt le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de réformes, et qui seront peut-être plus que des réformes, de vrais changements, et le pouvoir d'État également pour pouvoir retrouver davantage de souveraineté à l'extérieur, et notamment par rapport à l'Europe. Donc sur toutes ces questions, il ne s'agit pas de prendre la position la plus conforme à nos affects, sinon ça devient une posture. Ce qu'il faut, c'est avoir la position qui nous permettra le plus rapidement possible d'être choisis par les Français pour exercer ce pouvoir d'État. Mmh. Or, il y a quand même des enseignements à tirer de chaque élection. Moi, je suis bien placé pour les tirer, puisque Oui. vous ne l'avez pas précisé, j'ai été candidat dans la première circonscription des Hautes-Alpes, et 38% au premier tour, 48,4% au second, mais de fait, ce n'est pas passé. Ça a été la même situation pour des dizaines et Oui, des dizaines de tout à candidats fait. du Rassemblement national. Donc, on peut toujours dénoncer les accords d'appareil entre la Macronie et la gauche, je le fais moi aussi, mais ce qu'il faut bien admettre, c'est que ces accords d'appareil ont été suivis par une majorité de Français. On a bien vu que les reports de voix ont été assez forts, que les électeurs de gauche sont allés voter pour Madame Borne ou pour Monsieur Darmanin, Tout et à fait. inversement, des électeurs macronistes, dans ma propre circonscription, sont allés voter pour des candidats soutenus par le nouveau Front populaire. Donc, ça a fonctionné, ça c'est pas bon. On peut toujours incriminer les médias, les appareils adverses, etc. Mais c'est vain. C'est Oui. vain. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les Français suivent moins qu'autrefois, mais ils suivent malgré tout. Parce qu'en réalité, les Français ont besoin d'être rassurés davantage encore sur la capacité du Rassemblement national à prendre en compte l'intérêt général au-delà des positions sur l'immigration et la sécurité qui le font choisir largement au premier tour, sur le pouvoir d'achat également, et puis sur son bon respect des institutions. Ces décennies de diabolisation ont laissé des traces, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc, en montrant notre parfait légalisme, non seulement dans les formes, mais surtout dans l'esprit, en laissant malheureusement, pendant ce temps-là, la France perd du temps, mais il n'y a pas d'autre choix. En laissant les contradictions qui sont béantes, on l'avait vu hier en fait déjà Oui, oui. à l'Assemblée nationale, les contradictions béantes de l'espèce de grande coalition informelle qui s'est formée, contrainte elle aussi face à nous. Je crois qu'il y a un travail de pédagogie politique qui va se faire en quelques mois, qui se fait même dès à présent. Vous savez, il y a un truc qui m'a frappé, moi, hier, quand je regardais ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Bon, il y avait un comportement absurde, dégradant pour la République, etc., et même pour l'esprit humain, si j'ose dire, de la France insoumise, qui a vociféré pendant tout le discours du Premier ministre. Et d'une part, il y avait un contraste avec l'attitude des députés du Rassemblement national, mais même quand Marine Le Pen a pris la parole pour un discours de haute tenue, j'ai remarqué qu'un grand silence s'était fait dans l'Assemblée nationale. C'est ça. Vous voyez, c'est peu à peu ces choses-là qui vont être. Alors, tout ne se passe pas au Parlement, hein, mais qui vont être, à mon avis, porteurs d'un changement d'attitude dans l'esprit de beaucoup de Français. On est très proche, en fait, de la victoire. On est vraiment très proche de la victoire, mais il faut effectivement que, sur un certain nombre de points, comment dirais-je, les choses ne sont pas allées aussi vite dans l'opinion qu'on le pensait. Là, dans la situation telle qu'elle se présente, est frustrante, mais à mon avis, va apporter des gains politiques très très rapidement. Alors, donc l'obligation encore de faire preuve de respectabilité, on a envie de dire encore pour combien de temps? Parce que, c'est possible que ce soit un épouvantail qui soit de toute façon tout le temps utilisé et on le sait très bien que c'est un épouvantail trop facile à brandir, pour que, certains, n'hésitent pas à le ressortir à chaque fois, à chaque faiblesse de leur part. Première question et 2e, dans les enseignements, vous avez dit, il faut tirer, les enseignements des élections passées et ça fait partie évidemment des enseignements que vous avez tirés, l'obligation de mettre en place cette élection proportionnelle. Et ça, vous pensez que c'est vraiment quelque chose que va pouvoir pousser le Rassemblement national pour pouvoir vraiment faire changer le visage aussi des élections françaises? Jérôme Sainte-Marie, hein, c'est pour vous. Oui. Ah, oui, sur la proportionnelle, bon, on n'y est pas en fait, hein. Je pense que le nombre de forces politiques qui n'ont pas intérêt
à mettre en place la proportionnelle est considérable. C'est une question, à vrai dire, qui est compliquée parce qu'il y a une vraie demande de représentativité politique à l'Assemblée nationale, même si elle est plus atteinte actuellement qu'elle ne l'était auparavant. En même temps, la proportionnelle ne serait une bonne chose que si elle était avec une prime majoritaire permettant que le Parlement ne se retrouve pas de nouveau dans une situation de blocage. Et ça, effectivement, c'est la demande qui est formulée par Marine Le Pen au gouvernement. Alors là, c'est l'analyste politique pur. Enfin, j'essaye de sortir de mon rôle de candidat RN, etc. Si on examine les forces en présence à l'Assemblée nationale et les intérêts des différents groupes, dans le temps assez court en fait qui nous reste, parce que vous savez, je pense que dans 8 mois, on est déjà passé à autre chose. Je vois pas comment on pourrait ne pas aboutir rapidement à une dissolution en fait, mais il faut qu'elle soit constitutionnellement possible, c'est tout. Donc ça nous renvoie à juin prochain, ou juillet. Enfin là encore une fois, je parle sous le contrôle de M. Benessa. Mais donc j'ai beaucoup de mal à penser que la proportionnelle sera adoptée dans ce court laps de temps. Et surtout, si c'était une proportionnelle, les Français là-dessus ont un point de vue, ils sont pour. Dans les sondages, ils sont pour, etc. Mais après, quand le débat sera clairement posé, je pense que les inconvénients d'une proportionnelle intégrale apparaîtront évidents à tout le monde. Bien sûr. Et après, il y aura des débats assez compliqués sur, comment dirais-je, là pour le coup, le diable vit dans les détails en matière de réforme de mode de scrutin, mais c'est peut-être que M. Benessa est en plus que moi sur ce sujet. Alors, Guilain, Benessa, je vous rappelle les deux questions, pareil. Le gain de respectabilité du Rassemblement national ne va-t-il pas lui nuire à lui-même finalement, puisque d'abord il y a ce côté populaire qui peut-être refuse cette trop grande respectabilité finalement, c'est un discours peut-être trop lissé à leur goût au moins, et puis sur ce que tente de gagner le Rassemblement national, c'est-à-dire ce scrutin proportionnel, est-ce que ça peut véritablement changer le visage politique, électoral de la France ? Alors, Clémence, j'essaye de faire appel à votre mémoire, ou à celle de Jérôme Sainte-Marie d'ailleurs. Quand on parle de ça, me vient cette phrase, je ne sais plus si c'était Malraux ou pas, vous savez, quand on franchit le Rubicon, ce n'est pas pour aller pêcher à la ligne. Et je ne sais plus de qui est cette phrase, mais j'ai l'impression... Non, c'est un activiste gaulliste. C'est un activiste gaulliste qui, je crois, traite l'Algérie française, qui n'est pas resté gaulliste après septembre 1959. Son nom m'échappe, mais c'est un de ceux qui avait participé aux opérations, disons, du 13 mai 1958. On est très très loin de Malraux, en fait. Non, donc on est très loin de Malraux. Bon, en tout cas, merci Jérôme Sainte-Marie pour la précision. On vérifiera exactement la citation, mais en fait, la chose est simple, c'est que j'ai l'impression actuellement que le RN est à 2 doigts de franchir le Rubicon, mais qu'il risque un peu d'y pêcher à la ligne. Pourquoi je dis ça ? Parce que Jérôme Sainte-Marie parle à l'instant, par exemple, de la proportionnelle. Je crois que vous l'avez un peu entraîné sur cette question, Clémence, mais la proportionnelle, par exemple, je trouve que c'est vraiment aller pêcher à la ligne. C'est-à-dire que si on s'imagine qu'on va changer quoi que ce soit avec une réforme du mode de scrutin dont l'électorat, je pense, du RN profond se fiche éperdument. Je veux dire, j'ai moi aussi fait mes petits travaux à lire mon Jérôme Fourquet, qui là-dessus est très éclairant sur la base électorale du RN. Je pense que l'électorat du RN, le socle qui est puissant, qui n'a fait que grossir avec le temps, ce socle-là veut entendre parler de choses claires qui les impactent dans leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de pouvoir d'achat, d'immigration, de sécurité, de régalien, etc. Je pense que la réforme du mode de scrutin est une passion française. D'ailleurs, vous savez, c'est la passion d'un homme qui est tristement connu pour ce type de passion, qui s'appelle François Bayrou, qui depuis 40 ans ne fait parler environ que de réforme du mode de scrutin pour un parti, le sien, qui, selon les périodes, représentait entre 2 à 7% des gens, avec en gros des notables, des riches et des bourgeois, bref, des gens très éloignés du socle électoral du Rassemblement national. Donc ça, moi, ce type d'angoisse ou d'impératif que nous avons actuellement en ligne de mire, comme la réforme du mode de scrutin, je suis un petit peu sceptique. Mais alors, plus largement sur cette question de la respectabilité, là où Clément, je vous rejoins partiellement, et je pense que Jérôme Sainte-Marie c'est pas qu'il a habilement raison, mais nous avons déjà, d'ailleurs, lui et moi, eu l'occasion rapidement d'en discuter il y a assez longtemps désormais, c'est que
le cadre dans lequel le RN essaye aujourd'hui de se fondre, avec ce souci de respectabilité, comme vous le dites Clémence, quelque chose comme ça, je suis frappé de constater combien est-ce qu'aucune des voix du RN ne se lève pour réclamer la dissolution, la démission d'Emmanuel Macron depuis le départ. Je trouve que là-dessus, il y a une absence de voix qui porte, il y a une absence de leadership sur cette question. Je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen, Jérôme Sainte-Marie doit y être en tout cas un petit peu, mais la question de l'appel à la démission d'Emmanuel Macron, cette question-là m'a semblé échapper au RN et aurait dû être à l'agenda en ligne numéro 1, en impératif numéro 1, pour les 3 mois qui se sont écoulés durant l'été, parce qu'on en est venu à nous arranger et à discuter de mode de scrutin au lieu de discuter de l'essentiel, c'est-à-dire le flingueur numéro 1 des institutions. Première remarque. Deuxième remarque, si aujourd'hui le RN et d'autres d'ailleurs, dans l'opposition, on va dire, je ne parle pas de la destitution, je parle bien de la démission. Hein. Si l'opposition ne réclame pas la démission d'Emmanuel Macron, j'ai juste du mal à croire qu'admettons que le RN arrive aux affaires, qu'admettons que le RN compose un gouvernement, qu'admettons que les choses s'assagissent et que quelque chose se passe. Comment le RN, qui a déjà du mal à réclamer la démission d'Emmanuel Macron, arrivera-t-il une seule seconde à mener un bras de fer contre les puissances européennes, contre les juges européens, contre la Commission européenne, contre Ursula von der Leyen, contre le magistère de la pensée unique, contre le magistère global qui nous étouffe, et donc à réclamer réellement, pragmatiquement, une espèce de liberté essentielle que nous avons perdue. Là-dessus, j'ai tendance à croire, mais Jérôme Sainte-Marie, je vais vous laisser la parole, hein, j'ai tendance à croire que lorsqu'on commence au début à faire un compromis, au bout de la ligne, on finit cul nu, en train de se faire latter par ceux-là même qu'on rêvait de faire tomber. Mais j'admets que je suis un peu jeune, Jérôme Sainte-Marie, peut-être que j'ai encore le sang chaud qui bouillonne quelque peu, mais de temps en temps, c'est pas gentil, un peu du mal à le croire. Alors, Jérôme Sainte-Marie, la réponse. Oui, du coup, du haut de désormais de mes cheveux blancs et mon vieil âge, je crois que ma longue existence, en tout cas mes différents engagements et ce que j'ai essayé d'écrire, ne témoignent pas d'une obsession du compromis. On va dire ça comme ça, si vous voulez, que ce soit en matière de souveraineté nationale ou bien que ce soit en matière de défense des catégories populaires, etc. Je ne suis pas, d'ailleurs, vous savez, moi, je ne suis pas pour que l'on se fonde dans le paysage parlementaire et que l'on perde, effectivement, parce que c'est comme ça qui est derrière les propos de M. Benessa, que l'on perde le soutien des catégories populaires qui sont pas sensibles uniquement à des propositions, mais aussi à un style, aussi à une qui devine chez nous, à raison, une attitude, une volonté de rupture, qui apprécie le fait qu'on soit, pour simplifier, une force anti-système. C'est toute la difficulté de la période, parce que si on n'est plus effectivement une force anti-système, si on est totalement identifié à une force anti-système, il y a très peu de chances qu'on emporte au second tour. Mais si on ne l'est plus, il est possible qu'on ne soit plus au second tour. Donc, vous voyez, donc là-dessus, c'est toute la difficulté. Moi, je crois qu'il faut quand même tenir compte des réalités électorales qui sont doubles. D'une part, effectivement, ce que j'ai essayé de décrire comme le bloc populaire, c'est-à-dire effectivement cet incroyable et renforcé sans cesse. Hein, c'est-à-dire que le vote RN change de niveau, mais ne change pas de structure. C'est ça qui est incroyable. Par rapport au bouquin que j'avais écrit sur le sujet, on a encore progressé chez les employés, notamment chez les ouvriers. C'est quelque chose d'assez remarquable. Et on progresse très peu chez les cadres supérieurs. Hein. En tout cas, en quantité, moins qu'ailleurs. Mais donc, il y a effectivement des classes moyennes qui sont en train de basculer, des retraités qui sont en train de basculer. Donc, il faut conserver le socle de départ tout en élargissant. C'est aussi bête que ça, parce que vous ne pouvez pas, et tout ça paraît très modéré, voire même un peu calculateur, etc. Parce que la vraie question, c'est encore une fois celle de l'exercice du pouvoir d'État. Ça change tout. Ça a été d'ailleurs, moi qui ai beaucoup fréquenté les milieux souverainistes, ça a toujours été un peu notre maladie infantile, en quelque sorte, chez les souverainistes, de prendre la position la plus dure par rapport à l'Europe, etc., possible. Là, effectivement, et en prenant cette position, de s'éloigner de la situation où on pourrait effectivement être imposé à un centre de choix souverainiste, c'est-à-dire le fait d'avoir le pouvoir. Donc, si vous voulez, moi, être radical pour faire 2%,
c'est pas très intéressant par rapport aux urgences nationales. Par ailleurs, sur la question effectivement de réclamer la démission du chef de l'État. Si on examine ce qui vient de se passer, on ne se même pas la peine de l'examiner, hein, il suffit de l'avoir vécu comme ça, comme citoyen, même sans bien connaître ni l'histoire de politique française, ni la Constitution, on comprend tout de suite que quelqu'un qui subit échec, comme le président de la République, qui crée la situation de blocage dans laquelle nous sommes, c'est quand même lui qui a décidé une dissolution et qui a aussitôt décidé de n'en tenir aucun compte. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même une tradition politique française assez, qui a été illustrée en 2008 par la négation du résultat du référendum de 2005. D'ailleurs, aujourd'hui, plus personne ne démissionne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quelque chose d'assez affolant. Il y a une forme d'irresponsabilité d'en haut qui produit des effets extrêmement délétères. Évidemment, dans l'esprit gaullien, n'importe qui aurait démissionné. Mais ce n'est pas ce que fait le président de la République. Et il a le droit de ne pas le faire. Rien ne lui impose de démissionner. Il choisit de ne pas le faire. Toute force politique qui exigerait à froid aujourd'hui sa démission serait aussitôt marginalisée dans l'esprit public, parce que effectivement, ça revient, si on peut le dire comme intellectuel, tiens, ou comme observateur, c'est un président de la République ne devrait pas faire ça, c'est-à-dire ne devrait pas tenir compte de ce qui est passé. Mais si en tant que force politique, vous réclamez cette démission à froid, alors que le pays n'est pas bloqué, etc., ça vous suscitez une incompréhension totale et vous offrez sur un plateau d'argent aux forces qui refusent la grande alternance la possibilité d'effrayer la population contre nous. Ouais. Guillaume Benessa, le mot de la fin, si vous voulez bien. Oui, alors là, j'avoue que je suis toujours sceptique parce que vous dites réclamer la démission à froid. C'est précisément là où je pense qu'il y a une voie qui manque, parce que je ne crois pas à l'appel à chaud, c'est-à-dire à l'espèce de montée irrépressible d'un individu fou furieux qui s'en prendrait à Emmanuel Macron personnellement. Mais en revanche, qu'un parti politique dise, si on est légaliste, et je dis bien, je pèse mes mots, si on est légaliste et soucieux des institutions et soucieux de la France, on incite celui qui doit partir à partir, me semble une position responsable et non pas une position irresponsable. Je ne dis pas que c'est réglé en 5 minutes, hein, mais je crois qu'à un moment, il faut quand même que les Français sachent que leur pays est molesté par celui-là même qui est censé en être, je rappelle l'article 5 de la Constitution, le gardien des institutions. Donc il y a quelque chose comme ça qui commence depuis des décennies, mais ce n'est pas le seul Emmanuel Macron. Hein. Comme vous dites, Jérôme Sainte-Marie, on a l'habitude on ne démissionne plus. Donc en fait, il y a une incapacité à tirer les leçons de sa responsabilité ou de son irresponsabilité. Mais juste un mot, si vous permettez, Clément. Peut-être juste pour rappeler les responsabilités, justement. Pardon ? Cet appel à la démission peut rappeler les responsabilités de chacun. C'est exactement ce que je dis, c'est à froid, parce qu'à un moment, il faut poser des débats qui, à mon avis, sont nécessaires depuis des décennies. Et d'ailleurs, vous savez, je trouve que ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ça fait 50 ans qu'on joue au jeu de l'irresponsabilité. Ça fait 50 ans qu'en fait, ceux qui perdent restent. Ça fait 50 ans qu'on a la cohabitation. On n'en a même plus, mais ça fait 50 ans qu'en réalité, on tord tout pour rester toujours en place et que jamais rien ne bouge, une sorte de statu quo qui nous amène, à mon avis, petit à petit, vers l'abîme. Mais plus lourdement. Sur la fameuse question, ce qui est intéressant, c'est que Jérôme Sainte-Marie est un intellectuel qui a rejoint les rangs du RN. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de son discours, je l'entends. Et j'ai envie d'être d'accord avec lui en étant moi-même à mon niveau observateur de la vie politique. Mais il y a un grand mais chez moi qui de plus en plus s'installe. C'est lorsque j'étais tombé, Clémence, on en avait déjà rapidement parlé, me semble-t-il, il y a quelque temps, lorsque j'apprends, par lecture, qu'en 1957, à 6 mois du grand changement, et là c'était vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire l'introduction de la Ve République, 1% des Français souhaitaient le retour du général de Gaulle. 1%. Ça veut dire que si on avait été rationnel, froid, méthodique, et on avait fait des analyses de sondeurs en se disant petit à petit, on monte un peu, on prend 1% chez les cadres, 1% chez les employés, demain ça ira mieux, etc., le général de Gaulle aurait, à mon avis, attendu environ 112 ans pour devenir président de la République. Oui. Alors, je suis d'accord que le général de Gaulle, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel et une figure qu'on ne peut pas comparer ni Marine Le Pen, ni les autres, je veux dire, aussi légitime ou illégitime soit-il, au général de Gaulle. Mais ça veut dire qu'à un moment, il y a à la fois un style, un lyrisme, l'introduction d'une façon de faire de la politique,
une résonance entre la difficulté du pays et une figure qui l'incarne, qui, à mon avis, prend sa signification en tant que telle. Je ne crois pas qu'on puisse forcément gagner avec des échantillonnages, avec l'ouverture des catégories populaires. Je suis sceptique quant au fait qu'au bout d'un moment, on ne finit pas en route par perdre son âme. Jérôme Sainte-Marie, je crois que je suis obligé de vous donner quand même une phrase de moins. Oui. Je vous en prie. C'est intéressant comme conversation, on ne veut pas la prolonger mais c'est très intéressant ce que vous dites pour le général de Gaulle. C'est-à-dire le général de Gaulle qui était le général de Gaulle, qui avait son style, à partir de la création du RPF, a continué, a pris des positions, etc., n'a plus été écouté par les Français pendant des années. Effectivement, il n'était plus écouté alors qu'il avait toujours le talent, le prestige, le style du général de Gaulle. Il a fallu qu'on arrive à une situation, celle de mai 1958, où la dégradation, tout d'un coup, se transforme en crise ouverte. Et à ce moment-là, il y a effectivement une disponibilité de l'opinion et des Français et des forces sociales en général pour une grande rupture. Mais encore une fois, je pense on pourrait en discuter, mais c'est vrai que d'une certaine manière, l'exemple que vous prenez du général de Gaulle, à mon avis, va plutôt dans le sens de la démarche que j'essayais de défendre. Bon, allez, on va s'arrêter là, mais c'est en effet passionnant. Et je pense qu'on a pris un petit peu de retard, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme Sainte-Marie, je rappelle votre livre Bloc contre Bloc aux éditions du CERF et Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, toujours au CERF et responsable du corps Emeria, c'est la formation des cadres. Campus Emera. Du campus, pardon, campus, pourquoi je dis corps. Et Guylain Benessa, on marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges des éditions L'Artière. Merci à tous les deux.